voilà, je vais traiter du télétravail, des enjeux et des facteurs de succès. Mais avant d'aller directement à ces enjeux et facteurs de succès, je voudrais peut-être faire disons, une petite contextualisation du télétravail de manière plus globale, voir un peu où est-ce qu'on le trouve. Alors, je vais parler d'abord un peu aussi de la définition, parce qu'il y a parfois des définitions un peu divergentes. On trouve différentes situations. Pourquoi on en fait, qui en fait, les moyens à mettre en place pour que ça fonctionne bien et finalement, peut-être quel avenir pour le télétravail et le rôle des partenaires en milieu de travail pour assurer le succès, justement. Alors, comme José l'a mentionné tout à l'heure, vous pouvez mettre des questions en ligne et éventuellement, je pourrais y revenir à la fin. Ou sinon, ben, vous pouvez me contacter. Je suis professeure à l'Université TÉLUQ, mais mon courriel est facile à trouver, mon site, donc je suis assez facile à joindre si jamais vous avez des questions, que vous voulez me contacter à ce sujet-là. Alors d'abord, de quoi parle-t-on? Premier élément, je pense que c'est important de préciser aussi un peu la définition parce qu'il y a quand même des enquêtes qui sont faites sur le télétravail où on va confondre un peu les travailleurs autonomes, les télétravailleurs, certaines personnes qui, en fait, seraient plutôt des travailleurs à la pièce. Enfin bref, donc tout ça pour dire que c'est parfois un petit peu difficile, et je vais y revenir là sur les statistiques, c'est parfois un petit peu difficile d'avoir des statistiques tout à fait précises. Et bon, pourquoi on fait du télétravail aujourd'hui? On sait que c'est surtout le contexte de pandémie qui nous a amenés au télétravail. Par contre, déjà avant, il y avait quand même un certain pourcentage de télétravail au Québec et ailleurs, essentiellement pour des raisons plutôt écologiques, en fait, auparavant. Bien sûr, les individus le choisissaient parce que ça leur plaisait, mais souvent, on y voyait aussi un avantage du point de vue écologique ou en fait pour éviter la congestion urbaine. Autre chose aussi, pour certaines organisations, certaines entreprises, le télétravail, et je pense que ça va l'être encore plus dans les années à venir, c'est un facteur d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Alors, certaines entreprises vont le faire simplement pour un peu suivre la tendance, faire un peu ce que font d'autres organisations pour justement attirer et conserver des travailleurs, surtout en fin de carrière. Donc, moi, ce dont je vais traiter, c'est effectivement plutôt ces formes de télétravail qui sont plutôt des salariés qui travaillent pour une organisation. Je voulais aussi évoquer la situation internationale, c'est-à-dire où est-ce qu'on se situe, nous, au Québec, par rapport à d'autres pays. Alors, il y a des pays, il y a une recherche qui avait été faite en France pour un peu placer les différents pays à l'échelle internationale, sans aller dans le détail de tous les pays. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les pays du nord de l'Europe, essentiellement la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark aussi, étaient au fond des pays qui étaient classés comme des pays pionniers et enthousiastes. C'est-à-dire que déjà, avant la pandémie, ils avaient beaucoup développé le télétravail. Après, on se trouve un groupe de pays, la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qui étaient un peu disons, le deuxième groupe, là où c'était plus développé. On retrouve un troisième groupe qu'on appelait, en fait, dans cette recherche-là, les pays suiveurs, c'est-à-dire qu'ils n'étaient vraiment pas les pionniers, les premiers à mettre en place, et ça n'était pas très développé. Et on retrouve là beaucoup des anciens pays de l'Europe de l'Est et finalement un ensemble de pays aussi d'Europe du Sud. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, dans l'Europe du Nord et les pays anglo-saxons, c'est assez développé. Pays anglo-saxons, on peut penser donc États-Unis, Canada. Et le Québec, on est un petit peu, jusqu'à la pandémie, bien sûr, on était un peu entre les deux. C'est-à-dire que le télétravail était moins développé quand même que dans d'autres pays, notamment le nord de l'Europe et certains pays anglo-saxons. Et même parfois, certaines statistiques indiquaient que le Canada anglais et les États-Unis avaient davantage développé. Et on pouvait se situer au fond un petit peu entre l'Europe du Sud et ces pays plus avant-gardistes, ou en tout cas plus avancés en matière de télétravail. On s'est posé la question à quoi ça peut être dû, quels sont les facteurs qui l'expliquent. Alors évidemment, c'est fortement lié à l'Internet, aux infrastructures à haute vitesse. Et on a vu cet été au Québec aussi des gens qui se plaignaient dans une certaine mesure en disant, ben oui, nous, on a été confrontés, on a dû faire du télétravail, mais en fait, dans notre région, les infrastructures ne sont pas très bonnes. Et de fait, les études montrent qu'il y a un lien très net avec les infrastructures. Il y a un certain lien aussi avec le management par objectif ou par résultat, ce qu'on va d'ailleurs beaucoup recommander en contexte de télétravail. Donc, les pays du nord de l'Europe et anglo-saxons
ont davantage développé ce type de gestion par objectif-résultat plutôt qu'un contrôle des personnes qui sont sur place, qui est plus propre à la France, à l'Europe du Sud et finalement, là aussi, peut-être le Québec, un petit peu à mi-chemin. On n'a pas pu, par contre, faire de lien avec le climat, c'est-à-dire que les pays nordiques, comme le Québec, c'est un climat froid. On pourrait se dire, bon, la neige, tout ça, ça explique. Mais il y a des pays comme la Russie, par exemple, et d'autres pays d'Europe de l'Est où ça n'est pas développé et pourtant où il fait très froid. Quelles sont les attentes maintenant? Les attentes et les motifs du télétravail pour les entreprises. Comme je l'évoquais, beaucoup d'entreprises ont été quand même jusqu'à la pandémie assez réticentes à développer le télétravail, mais lorsqu'elles le faisaient, et aujourd'hui encore dans une certaine mesure, pourquoi le font-elles? Alors, les premiers objectifs, clairement le premier, c'est carrément la flexibilité organisationnelle. Près de 60 des organisations, dans une enquête là, scientifique qui avait été menée, indiquaient que la raison pour laquelle elles développaient le télétravail, c'était pour avoir plus de flexibilité dans leur organisation. À peu près le même pourcentage, près de 60 cherchaient à être plus productives. Et de fait, dans la période de pandémie, contrairement à ce que certaines entreprises ou certains gestionnaires pensaient, certains craignaient que la productivité soit à la baisse, ce qu'elle a parfois été lorsque les enfants étaient à la maison, évidemment. Mais de manière générale, les entreprises ont recherché de la productivité et souvent l'ont trouvée. Je vais y revenir un peu tout à l'heure. La qualité du travail aussi, les deux tiers des entreprises disaient qu'elles recherchaient une qualité de travail. Environ le tiers indiquait qu'elle voulait réduire les coûts. Alors là, ça renvoie évidemment à l'idée qu'on fait du télétravail à plein temps et que les gens sont à domicile et qu'ils n'ont plus de bureau. Le recrutement est un des objectifs aussi pour les entreprises. J'évoquais l'attraction, la rétention de la main-d'œuvre, à la fois l'attraction des plus jeunes et la rétention des plus âgés. Pour beaucoup qui aiment bien ou qui aimeraient faire du télétravail, cet aspect-là est très important et ça permet effectivement de recruter des salariés et de les conserver au fil des ans. Dans certaines études, et en France notamment, on avait indiqué que c'était une façon d'intégrer aussi les personnes à mobilité réduite ou personnes handicapées ou des personnes avant et après des opérations. Alors moi, j'avais eu des échanges avec les gens qui menaient cette étude en France qui mettaient beaucoup de l'avant cette idée et je leur avais dit qu'au contraire, nous, quand on avait mené la recherche au Québec, on avait discuté avec l'Office des personnes handicapées qui nous disait, oui, c'est une façon d'intégrer les gens, mais en fait, on ne souhaite pas, au fond, retourner à la maison, entre guillemets, là, alors qu'on a à peine aménagé les lieux de travail. Alors, évidemment, la pandémie, c'est un contexte particulier, mais au fond, le message, c'est, une fois la pandémie terminée, la plupart des personnes à mobilité réduite souhaiteraient tout de même continuer à être intégrées dans les milieux de travail. Qu'est-ce qu'on a observé maintenant? Ce sont les objectifs que visent les entreprises. Qu'est-ce qu'on a observé? Bien, on a observé un certain nombre d'avantages, effectivement. La hausse de productivité que j'évoquais tout à l'heure, effectivement, on l'a observé presque partout. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de baisse de productivité, évidemment, en temps de télétravail normal, parce que le contexte de pandémie, on sait que bon, la présence d'enfants jusqu'à septembre a rendu la situation difficile, mais malgré tout, les recherches qu'on a menées, nous, pendant l'été, montrent quand même que la plupart des salariés avaient l'impression d'avoir maintenu leur productivité et de manière générale, les employeurs aussi se sont montrés satisfaits de la productivité. Autre élément, qualité du travail, et je pense que c'est important de souligner cet aspect-là, en ce sens que ça n'est pas que la productivité accrue, mais aussi la qualité du travail. Les gens disent, ben, on est tranquille à la maison, on est moins dérangé, on peut mieux se concentrer. Donc, c'est quelque chose qu'on observe de manière quasi systématique dans les recherches sur le télétravail. Moi, j'ai commencé à en mener avec le CIFRIO à partir de 2001 et on en a mené un bon nombre là, au cours des dernières décennies jusqu'à tout récemment. Et la qualité du travail, donc, ressort de manière générale. Autre chose qui est ressortie dans nos études avec le CFRIO, mais qui est aussi ressortie récemment dans les études qu'on a fait cet été, c'est la plus grande flexibilité, la plus grande satisfaction de la part des salariés. Et certains vont dire une meilleure conciliation emploi-famille. Ça peut paraître étonnant vu la situation de cet été avec les enfants, mais malgré ça, quand même, il y avait un bon pourcentage, pour ne pas dire dans certains cas une majorité, d'hommes et de femmes qui indiquaient que la conciliation était plus facile. Alors évidemment, l'idée, ça n'est pas que c'est facile avec les enfants à la maison, mais au fond, je pense que ce qu'on nous disait là, c'est le fait d'avoir, pardon, le fait d'avoir réduit le temps de déplacement permettait de mieux concilier finalement.
Alors, deuxième partie, qui en fait? Qui fait du télétravail et quelles sont les attentes, les avantages, les inconvénients? Alors, au Québec, avant la pandémie, on était à des taux, je dirais, d'entre 10 et 15. Comme je disais tout à l'heure, les définitions varient parfois et donc on a des chiffres variables. Mais il y a une enquête qui avait été menée au Québec par le ministère du Travail qui nous donnait un pourcentage de 15 en 2017. Aujourd'hui, avec la pandémie, ben, en fait, ça a beaucoup augmenté, évidemment. On a été jusqu'à 40 de la main-d'œuvre canadienne et québécoise qui était en télétravail. Ce sont des données de Statistique Canada. Et ce qui est intéressant, c'est que Statistique Canada nous dit aussi qu'il y a à peu près 40 des postes dans l'ensemble de l'économie qui sont télétravaillables. Donc, évidemment, dans le contexte là, de pandémie, surtout lorsque c'était particulièrement intense, en mars, avril, mai, ben, évidemment, pratiquement tout le potentiel de télétravail a été exploité. Depuis ce temps-là, il y a eu des retours. Il y a des entreprises qui souhaitent que leurs salariés reviennent et on serait, selon Statistique Canada, toujours à des taux d'à peu près 27-30 pour le mois de juillet. Et donc, vraisemblablement, encore aujourd'hui, il va falloir évidemment poursuivre les enquêtes, mais on serait à peu près ce taux-là. Qui fait du télétravail? Parce que ça aussi, c'est important. On en parle beaucoup, c'est très développé maintenant, mais il reste que, selon Statistique Canada toujours, il y a quand même 60 des postes qui ne sont pas télétravaillables. Pensez tout de suite, évidemment, aux infirmières, aux policiers, aux pompiers. Il y a quand même un grand nombre de catégories, le commerce de détail aussi. Bien sûr, il y a du commerce en ligne, mais tout ne se fait pas à distance. Puis quand c'est en ligne, en fait, il y a des entrepôts, donc il y a quand même des personnes. Donc, il y aurait 60 de postes qui ne pourraient se transformer en télétravail. Alors, qui en fait surtout? Selon nos enquêtes, déjà à partir de 2001-2002 et dans les dernières enquêtes qu'on a menées récemment cet été, on constate que ce sont à peu près les mêmes catégories. Les gestionnaires, surtout, qui vont facilement en faire. Par contre, en temps normal, ils ont plutôt tendance à en faire un peu le matin, un peu le soir, à différents moments, parfois une demi-journée, mais pas nécessairement sur une base des journées complètes. Les professionnels en font beaucoup aussi. On avait des taux de 44-45. Donc, les professionnels, là, par contre, ça peut être davantage des journées complètes à domicile. Les techniciens, un peu plus difficile, 35 à peu près, on avait cette indication de techniciens qui faisaient du télétravail. Alors, évidemment, tout dépend des domaines. Dans le domaine de l'informatique, de plus en plus, c'est possible à distance, mais dans d'autres, moins facile. Marketing et vente, là aussi, on a des taux qui varient autour de 45-47. C'est une fonction qui est possible. On sait qu'il y a de plus en plus de ventes en ligne, donc ça progresse. Administration, secrétariat, on avait des taux plus faibles. Là aussi, sans doute parce qu'il y a, dans certains cas en tout cas, les agentes administratives sont en lien étroit avec des gestionnaires et on constate que parfois les gestionnaires sont un peu réticents au développement du télétravail au-delà, évidemment, de la période là, de pandémie. Donc, ce sont les groupes que l'on retrouvait, en fait, dans les dernières décennies et que l'on retrouve encore aujourd'hui, notamment cet été et cet automne, là, qui font du télétravail. Quelques caractéristiques qu'on avait observées dans nos recherches, on constatait qu'il y avait très peu d'ententes formelles. On avait qu'à peu près 25 à peu près le quart des personnes qui avaient des ententes formelles de télétravail. Là, je pense que ça va changer avec la pandémie, notamment avec le développement assez important du télétravail dans les fonctions publiques, dans des secteurs donc qui sont syndiqués. On peut imaginer qu'il y aura certainement des ententes, surtout que vu le nombre aussi, ça fait apparaître un certain nombre de questions ou d'enjeux reliés à la santé au travail, au remboursement de certains frais, des choses de cet ordre-là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que bon, les personnes qui sont en télétravail, et on l'a vu avec nos enquêtes cet été, pour la plupart, auparavant, elles étaient volontaires, mais même dans le contexte de pandémie, où les gens n'ont pas été vraiment volontaires au départ, pas tous en tout cas, il reste qu'une fois que les personnes avaient expérimenté le télétravail, la plupart des personnes souhaitaient continuer. En termes de taux de satisfaction, avant la pandémie, nous, on avait fait une recherche où on avait à peu près 90 même 95 des gens qui se disaient satisfaits de la situation. Ils étaient évidemment tous volontaires à ce moment-là. On avait à peine 3 de gens qui se disaient vraiment peu, pas satisfaits du tout. Aujourd'hui, les enquêtes qui ont été menées cet été, il y en a eu quand même un certain nombre. Certaines qui sont plus représentatives que d'autres. Là, certaines, c'est des échantillons un peu de convenance, d'autres un peu plus représentatives. Et effectivement, on constate que la majorité des gens, des taux de 70 étaient satisfaits. Il y a eu
une enquête aussi menée par ADT Canada qui indiquait, elle, 50 des gens au Québec satisfaits et qui voulaient continuer et 44 au Canada. Donc, qui souhaitaient continuer. Ils étaient satisfaits. D'autres étaient satisfaits, mais constataient que c'était peut-être un petit peu difficile pour eux compte tenu de leur type de fonction. Si on regarde maintenant les avantages, les principaux avantages, ben, j'ai évoqué tout à l'heure la réduction du temps de déplacement, l'économie de temps pour des gens qui habitent en banlieue de Montréal ou d'autres villes comme Québec ou autres. Ça peut parfois signifier 10, 12, 15 heures par semaine, donc très important. Plus de tranquillité, plus de concentration sur son travail et je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, la conciliation emploi-famille. Alors là, je trouve que c'est vraiment important de rappeler que ça n'est pas l'idée que l'on combine le service de garde à la maison et le travail, mais plutôt l'idée qu'en réduisant son temps de déplacement, ben, on peut en fait avoir une conciliation plus facile puisque on pourra plus facilement, disons, aller chercher les enfants ou des choses de ce type-là à la garderie ou à l'école. Le fait, évidemment, que les garderies et les écoles aient rouvert facilite plutôt la vie et encore là, la conciliation emploi-famille pour la plupart des parents maintenant. Alors donc, j'ai dit, les gens sont satisfaits, il y a beaucoup d'avantages. Par contre, il y a quand même un certain nombre d'inconvénients et il y a des gens qui l'ont vécu et qui affirment effectivement que ces inconvénients ne sont pas négligeables pour eux. Alors, le premier inconvénient, c'est l'absence de collègues. Très clairement, il y a une absence de collègues pour les gens. 15 à peu près des personnes nous disent ça. Un peu moins les hommes, 14 les hommes et 17 les femmes nous disent que l'absence de collègues leur pèse dans une certaine mesure. L'isolement aussi, alors là, 10 les hommes comme les femmes. Et ça, c'est des choses quand même qu'il faudra sans doute regarder dans les prochains mois pour voir comment on peut les corriger. Les gens se disent parfois portés à trop travailler. L'ordinateur est là, c'est facile. On peut facilement là, se mettre sur l'ordinateur. 10 des personnes nous disaient ça. Difficulté de se motiver ou de se discipliner. 6 des personnes nous avaient dit ça dans notre recherche. Et difficulté avec les technologies. 5 des personnes l'ont indiqué. Alors, en début de pandémie, je pense qu'on a aussi beaucoup entendu ça, la difficulté avec les réseaux, la surcharge des réseaux, etc. Mais tout de même, on voit quand même que ce ne sont pas des pourcentages majoritaires, si on veut. Si on regarde maintenant du côté de l'employeur, des employeurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, les employeurs, certains d'entre eux, je dirais peut-être plus les gestionnaires comme tels, certains d'entre eux considèrent que le contrôle ou l'encadrement est parfois un peu plus difficile. Moi, je préfère d'ailleurs l'expression d'encadrement que de contrôle et je pense que quand on fait du télétravail, on doit passer à ça, à de l'encadrement des salariés et non pas un contrôle un peu tatillon et immédiat des personnes. L'augmentation aussi des coûts de soutien, certains employeurs ont évoqué ça. Certains ont pensé que ça pouvait diminuer la loyauté de leurs employés. Pour le moment, on n'a pas vraiment d'indication là-dessus. C'est des perceptions dans certaines enquêtes, mais il n'y a pas d'enquête nationale ou représentative là-dessus. Et certains employeurs ont indiqué aussi que la socialisation ou l'intégration des nouveaux salariés peut être un petit peu plus complexe. Alors, il y a quand même des gens qui ont été embauchés, en fait. On a vu là, dans les derniers mois, il y a des gens qui ont été embauchés, qui ont été intégrés par des réunions en ligne, mais pour la plupart des employeurs, en tout cas, eux considèrent que c'est un petit peu plus difficile d'intégrer les gens. Par contre, les employeurs vont nous dire que ça leur donne une image plus positive, une image plus moderne de leur entreprise. Donc, beaucoup d'entreprises y vont pour cette raison-là. Elles savent que ça attire des salariés. Certaines vont indiquer qu'il y a moins de retard, il y a moins d'absence, donc c'est quand même un gain pour l'organisation. Elles vont aussi indiquer qu'elles peuvent attirer et retenir des salariés, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est un objectif et oui, les entreprises indiquent que c'est ce qu'elles voient comme avantage. Certaines vont dire que ça permet aussi de mettre en place une politique d'égalité des chances à l'endroit des personnes qui, par exemple, habitent loin ou à mobilité réduite. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même des petits bémols là, sur cette question-là. Ça peut être bien selon, évidemment, la situation de la personne, mais la plupart des personnes à mobilité réduite ne veulent pas nécessairement être confinées à leur domicile. Beaucoup d'entreprises font état d'accroissement de productivité, d'une meilleure qualité, d'une meilleure de performance. Donc, on a quand même un certain nombre d'avantages qui indiquent clairement les raisons pour lesquelles les employeurs trouvent le télétravail intéressant et positif. Et on a vu d'ailleurs, alors que beaucoup d'organisations étaient quand même dans les dernières 2 décennies assez réticentes à développer le télétravail, on a vu
dans la période de pandémie jusqu'à tout récemment, que beaucoup d'entreprises ont quand même reconnu que ça avait très bien fonctionné, que la productivité avait été au rendez-vous et plusieurs d'entre elles continuent donc à l'automne, en raison de la pandémie bien sûr, mais certaines d'entre elles ont même déjà affirmé qu'elles allaient intégrer en fait le télétravail davantage à leur politique et leur pratique de gestion de ressources humaines. Alors maintenant, troisième partie, les moyens à mettre en place ou les bonnes pratiques, les conditions gagnantes. Il y a un aspect qui est très important, je pense, c'est la planification, l'information. Alors évidemment, le contexte de pandémie, tout le monde, les organisations y ont été un peu rapidement. La planification, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour ça. Certaines organisations, d'ailleurs, me disaient qu'elles avaient planifié mettre en place le télétravail sur une période d'un an. Ben, tout ça s'est fait en 3, 4 jours. Mais disons que normalement, et même dans les prochains mois, on peut sans doute mieux planifier quand même la mise en place et puis peut-être les liens entre les différentes personnes dans l'organisation. Donc, planification, information, analyse du contexte, analyse de son milieu de travail, qui peut faire du télétravail, comment est-ce que c'est plus facile pour certaines. Les organisations vont souvent regarder les bonnes pratiques des autres entreprises qui font déjà du télétravail dans leur secteur. Il y a beaucoup de guides en ligne, ça se multiplie, là, il y a énormément d'informations. Nous aussi, à la TELUC, on a un site web qu'on a développé sur le télétravail, mais il y en a beaucoup qui existent, donc on peut trouver beaucoup d'informations. Ensuite, important, mise en œuvre et suivi, ne pas abandonner ses salariés en télétravail, s'assurer de faire un suivi et de s'assurer que ça convienne à tout le monde, parce que je l'évoquais tout à l'heure, 10 de personnes peuvent se trouver isolées, peuvent considérer que leurs collègues leur manquent. Donc 10 ça n'est quand même pas un pourcentage à négliger. Donc, il faut quand même faire un suivi là-dessus. Faire attention aussi pour les organisations de, oui, il y a des avantages, mais tenter de corriger peut-être les inconvénients, notamment les relations avec les collègues, par exemple. Alors, les enjeux actuels, et on l'a vu avec une recherche qu'on vient tout juste là, de terminer cet été, dont on commence à diffuser les résultats, dans certains cas, les gestionnaires ont été appelés à ajuster leurs attentes. Ça n'a pas été le cas dans toutes les organisations, ça n'est pas possible partout, mais en tout cas, si on n'arrive pas à ajuster les attentes ou les niveaux de production, si on veut, ou de productivité, c'est important de bien préciser les objectifs et les résultats attendus, essentiellement aussi, peut-être davantage pour les personnes qui ont des responsabilités familiales, ce qui ne veut pas dire seulement des enfants, mais aussi des personnes qui sont proches aidantes et qui, dans le contexte de pandémie, peuvent être parfois davantage sollicitées. Dans la recherche qu'on a menée, nous, on a de fait constaté que 80 des entreprises avaient tenté d'ajuster leur objectif, mais que c'est plutôt sur le plan de la compréhension de l'employeur qu'on a pu voir des résultats. C'est-à-dire que les objectifs ou les niveaux de productivité, ça n'est pas toujours possible d'ajuster. Il y a de la demande, il y a des choses qui se passent, il y a des services, etc. Par contre, et ça, je l'avais vu aussi dans des recherches antérieures, lorsque l'employeur ou le supérieur immédiat manifeste une certaine compréhension, un certain soutien, ben, le vécu de la conciliation ou le vécu du télétravail est moins difficile. Autre élément qui est important pour les gestionnaires, c'est qu'ils doivent tenter d'assurer aussi la qualité des échanges, s'assurer que les technologies de l'information soient correctes, qu'elles soient au rendez-vous, que la capacité des systèmes, que le soutien aux usagers aussi soit présent. Ça, on a eu des échos là-dessus. Parfois, le soutien aux usagers n'est pas tout à fait là. Les personnes des TI sont à domicile et puis parfois, il n'y a pas nécessairement de réponse à distance appropriée. Donc, c'est des choses auxquelles certainement les organisations vont être attentives dans les prochains mois. Autre élément, assurer les communications et maintenir le dynamisme et la créativité des équipes. Ça aussi, parfois, ça venait même des salariés, en fait. Peut-être autant, sinon plus, que de la part des organisations. Les personnes disaient, mais quand même, en équipe, on échangeait, c'était spontané, on développait des nouvelles idées. Euh, c'est quelque chose qui peut manquer donc aux salariés. Maintenant, les qualités d'un télésuperviseur, un peu, j'évoquais un certain nombre d'éléments. Style, pour les ramasser, si on veut, là, style de gestion basé sur les objectifs et les résultats. Aptitude à fixer des objectifs clairs. Attitude positive face au télétravail. Ça, pour certains, c'est un changement parce qu'en fait, certains étaient plutôt contre, aimaient avoir leurs équipes autour d'eux. Donc, il faut peut-être qu'ils adoptent une attitude un petit peu différente. Ils doivent développer leur capacité à motiver leur équipe, encourager aussi l'autonomie et donner de la rétroaction. On oublie parfois, on se dit, bon là, on est à distance, très bien, j'ai reçu le document, mais aussi donner une certaine rétroaction aux salariés parce qu'on ne va pas les croiser dans le couloir et on ne pourra pas donc leur dire, bah oui, c'était très bien. Il faut penser à donner cette rétroaction.
Du côté des télétravailleurs maintenant, d'ailleurs, nous, on recommandait dans les disons les pratiques de mise en œuvre du télétravail, de peut-être demander aux télétravailleurs eux-mêmes, aux salariés, d'étudier leur situation ou leur perception des choses, de leur milieu de travail, de leur domicile, et de voir au fond s'ils sont aptes à faire du télétravail ou s'ils pensent qu'ils sont aptes à faire du télétravail. Un des premiers éléments, une des premières qualités d'un télétravailleur, c'est l'autonomie ou l'esprit d'initiative, d'être capable, au fond, de fonctionner par soi-même. On a vu, il y a des gens qui ont été capables, mais moi, j'ai eu des échos aussi de certaines personnes qui étaient agentes administratives, par exemple, rattachées à un gestionnaire et qui me disaient, ben, en fait, à distance, je suis un peu plus mal prise, je suis un peu plus prise au dépourvu. Ça n'est pas le cas de toutes, mais certaines mentionnaient que, ben, comme on ne croise pas son gestionnaire, il y a quand même une petite insécurité, si on veut. Motivation personnelle pour se mettre au travail, bonne connaissance du travail, on le disait aussi souvent, qu'en fait, c'est préférable au fond, de bien connaître son travail pour pouvoir finalement fonctionner à distance sans devoir toujours relancer des gens autour de soi, ou enfin à distance, qui sont dans son organisation. Aptitude à la communication, discipline personnelle. Certaines personnes aussi disent avoir de la difficulté à se mettre au travail, de la difficulté disons, à se mettre au travail à l'heure souhaitée le matin. Alors, certaines personnes vont devoir avoir une petite routine classique et en général, il y a des solutions très, très faciles que les organisations et que les individus trouvent assez rapidement. Quelques autres éléments, l'organisation doit s'assurer aussi du transfert des connaissances. On sait très bien que dans les milieux de travail, il y a beaucoup de connaissances qui se transfèrent de manière implicite. On croise des gens, on connaît telle personne, il y a des réseaux, il y a des informations qui circulent. Lorsqu'on est à distance, il y a peut-être certains réseaux qui vont faire circuler de l'information, mais d'autres personnes n'auront pas ces informations. Donc, c'est vraiment là le rôle du gestionnaire, des superviseurs, de l'entreprise globalement, de s'assurer du transfert des connaissances. Tenter aussi de maintenir une certaine interaction sociale entre les salariés, surtout si on veut maintenir la loyauté. Certaines entreprises disaient qu'elles avaient peur de perdre cette loyauté de la part des salariés. Autre élément, mettre à jour les qualifications de la formation professionnelle, s'assurer qu'on continue à donner de la formation aux salariés. Et autre élément, tout le monde est un peu à distance, éparpillé, s'assurer d'avoir un très bon système d'information sur les promotions et les avancements de carrière parce que ça peut susciter des mécontentements, très clairement, si certaines personnes ont l'impression de ne pas avoir l'information qu'elles devraient avoir. Maintenant, pour conclure, quel avenir pour le télétravail? Je pense que, bon, on se posait un peu la question cet été, mais je pense que de plus en plus, lorsqu'on voit notamment la reprise là, des cas de COVID, la pandémie qui se poursuit, le fait que les organisations, les gestionnaires, les télétravailleurs aient expérimenté le télétravail, je pense qu'on peut dire que c'est clair que ça va rester dans les pratiques. Non seulement pour la période de pandémie, certainement cet automne, mais certaines organisations commencent même à dire jusqu'à l'été prochain, voire même de manière permanente. Donc, on est passé de 15 à 40 à 27. J'ai l'impression qu'on va probablement rester dans les 27-30 facilement dans les prochains mois, peut-être même la prochaine année. Par contre, comme je l'évoquais, il y a un certain nombre de personnes et d'organisations aussi qui disent que la façon dont leur travail fonctionne, je pense aux relations publiques, la publicité, les médias, les gens disent nos réunions d'équipe, c'est quand même un lieu où on mettait de l'avant des idées nouvelles. Et donc, ça, c'est quelque chose quand même qui nous manque. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a quand même une présence au bureau. D'ailleurs, certaines psychologues en particulier considèrent que ce serait préférable de faire du télétravail que de 2 à 3 jours par semaine. En temps de COVID, on l'a fait à plein temps et pour beaucoup de personnes, ça s'est très bien passé. Donc, à mon avis, il n'y a pas nécessairement une règle stricte là-dessus. C'est plutôt que certaines personnes, en fait, peuvent peut-être avoir besoin davantage de voir des gens, alors que d'autres fonctionnent très bien en toute autonomie et à distance. Donc, je pense qu'il y a des nuances. Je ne crois pas qu'on puisse dire, voilà, pour telle et telle personne ou telle profession, c'est nécessairement 2 à 3 jours et l'autre, ça peut être 5 jours. Je crois qu'on peut encore avoir une certaine flexibilité là-dessus. Et l'autre élément, lorsque les personnes disaient
que leurs collègues leur manquaient, qu'elles se sentaient isolées. On peut imaginer que, bon, dans une banlieue où tout le monde est peut-être dans sa maison, on ne connaît pas nécessairement toujours les voisins et tout. Il y a maintenant des espaces, ce qu'on appelle des espaces de coworking ou co-travail, sur lesquels d'ailleurs on menait une recherche, bon, avant la pandémie et on va poursuivre. On aurait pu s'interroger sur l'avenir de ces espaces, mais en fait, il semble justement qu'il y a des personnes qui peuvent être en région, dans un endroit peut-être un petit peu plus isolé, et ces personnes aimeraient utiliser les espaces de coworking simplement pour voir des gens de temps en temps. Donc, on peut dire que les individus vont faire un arbitrage finalement, je pense, dans les prochains mois. Là. Si leur employeur leur propose de revenir au bureau, ben, je pense qu'on évalue les avantages en termes d'horaires flexibles, de réduction de perte de temps dans les transports et peut-être certains inconvénients possibles sur le plan de la carrière, surtout de la carrière des femmes. Je pense qu'il faut insister là-dessus, le fait qu'elles peuvent être exclues de certains réseaux d'information. On le voit souvent dans plusieurs milieux. Et donc, c'est quand même un enjeu, la carrière. Pour les femmes, on pourrait dire aussi pour les plus jeunes qui connaissent moins l'organisation, l'isolement et l'absence de collègues. Donc, je pense que les gens vont évaluer finalement les avantages, les inconvénients qui peuvent se présenter. Alors, pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas de recette magique, très clairement, pour gérer le télétravail, mais les particularités de chaque organisation vont influencer, au fond, la façon dont on devrait gérer le télétravail. Par contre, il y a quand même un certain nombre de principes de base, ceux que j'ai évoqués tout à l'heure. Et pour résumer, je pense qu'il faut continuer à former le personnel, à former les gens tant sur le plan des technologies que tout ce qui se passe dans leur milieu de travail, s'assurer d'une bonne communication, d'un encadrement intelligent, ne pas contrôler les gens par des technologies, des outils, bon, que certains peuvent juger performants, mais qui en fait, ça, apparemment, on peut comprendre, ne sont pas toujours appréciés par les salariés. Donc, je pense tenter de viser la confiance, susciter plutôt l'engagement de la part des salariés et faire attention effectivement à ce qu'on appelle les risques psychosociaux qui sont associés à l'isolement éventuellement en contexte de télétravail. Donc, je conclurai là-dessus. Comme je vous disais, je suis facile à joindre si jamais vous avez des questions. Là, je ne sais pas si je peux les voir en ligne. J'essayais de les voir, mais pour le moment, apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, je ne sais pas si, José, toi, tu avais des questions ou... De mon côté, j'ai pas de questions précises, là. Je laisserai peut-être un peu de temps voir s'il y a des participants qui en Oui, arrivent. d'accord. Ah, peut-être que les personnes ont eu les questions à un autre endroit, parce que là, je vois que sur le chat, il Ouais. y a alors, je peux peut-être y aller sur ça, parce que je pense que finalement, les gens ont peut-être mis, c'est ça, leurs questions à cet endroit-là. Il y en a une personne, par exemple, qui me demande, y a-t-il une grande différence en nombre ou en pourcentage entre les télétravailleurs employés et travailleurs autonomes? En fait, ça, la raison pour laquelle j'évoquais notamment le fait qu'il y a souvent une confusion, c'est que certaines enquêtes, notamment même Statistique Canada, avaient des enquêtes qui portaient sur le travail à domicile. Alors, on s'entend, travail à domicile, ça peut être des salariés télétravailleurs pour une entreprise, comme ça peut être des travailleurs autonomes. Euh, Par contre, normalement et dans les dernières années, on a tenté de bien distinguer et de s'assurer qu'effectivement, on parle bien de télétravailleurs salariés. On a à peu près des taux de 15 de travailleurs autonomes dans l'économie québécoise comme canadienne et on aurait un taux à peu près semblable là, de télétravailleurs employés. Alors, les employés, c'est effectivement, comme le mot le dit, ce sont des personnes qui sont salariées d'une organisation. On aurait des taux comparables finalement dans les deux groupes pour le moment, où on avait, disons, avant la pandémie de manière générale. C'est certain que là, dans la période de pandémie, on a un taux de télétravail, comme je l'indiquais, qui est passé à 40 à 27. Donc, on dépasse le 15 de travailleurs autonomes. Il y a eu une progression des travailleurs autonomes au fil des ans et on a observé aussi une progression des télétravailleurs également. Une autre question
qui est l'influence du télétravail sur la culture de l'entreprise. Quelle est ma vision là-dessus? Alors, je dirais que, c'est ça, ça va un peu dans les 2 sens, effectivement. Je pense que pour implanter correctement le télétravail et que ce soit un succès, je pense qu'on doit avoir une culture organisationnelle, qui est basée sur la confiance, sur le respect des personnes, parce qu'il y a quand même eu, des bon, ça peut paraître un peu anecdotique, mais on a quand même entendu des histoires. Le harcèlement psychologique ou administratif ne disparaît pas nécessairement parce qu'on est à distance. Donc, il y a quand même ce genre de situations qui peuvent être problématiques. Alors, je pense que c'est très important que la culture de l'entreprise soit une culture ouverte, de confiance, où justement les cadres ou les gestionnaires vont encadrer les salariés et qu'il n'ait pas une stratégie ou une culture là, de contrôle à la pièce, au jour le jour ou à l'heure. Ça aussi, j'ai entendu des histoires où on disait qu'auparavant, au bureau, on ne demandait pas de compte rendu heure par heure de ce que les gens avaient fait, mais les gens travaillent à distance et là, on leur demande des comptes rendus presque heure par heure de ce qu'ils ont fait ou de remplir vraiment en indiquant de quelle heure à quelle heure ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont fait à tel et tel moment. Donc, je pense que c'est très important d'avoir une culture organisationnelle de confiance et ouverte dès le départ. Et comment, en sens inverse, le télétravail pourra influencer la culture de l'entreprise, en ce sens que justement maintenant, ben, les gestionnaires ou les conseillers en ressources humaines euh, propose aux gestionnaires d'être attentifs et de tenter de développer cette culture de gestion par objectif, gestion par résultat. Alors, on peut peut-être penser, dans une certaine mesure, que le télétravail va faire progresser la culture organisationnelle dans certains milieux de travail. C'est-à-dire qu'on va inciter des personnes qui avaient peut-être une attitude un peu contrôlante à se dire, ben oui, bon, les gens ne sont pas là, je vois que la production, la productivité est là, elle est au rendez-vous, le travail est remis, la qualité est bonne. Donc, je pourrais peut-être, au fond, je vais avoir confiance parce que de fait, c'était plutôt des craintes. J'évoquais la productivité tout à l'heure. Toutes les recherches qui avaient été faites montraient très clairement que la productivité était au moins égale, voire parfois supérieure, parce qu'il y avait moins de dérangements, etc. Mais malgré tout, beaucoup de gestionnaires refusaient ou en tout cas étaient réticents à implanter le télétravail et ils disaient justement que c'était par crainte de baisse de productivité, que les gens allaient faire toutes sortes de choses dans la maison. Or, les recherches montraient déjà très clairement que même si les personnes font autre chose dans la maison, elles gagnent 10, 12 ou 15 heures. Donc, en fait, ça ne va pas nuire à leur productivité. Au bureau, il y a quand même les pauses café, la pause midi, il y a quand même des dérangements. Donc, je dirais que par rapport à votre question, influence du télétravail sur la culture de l'entreprise, je pense que ça va vraiment dans les 2 sens. Idéalement, on devrait avoir une culture ouverte et de confiance pour implanter le télétravail et inversement, par contre, maintenant qu'on l'a expérimenté, que la plupart des gestionnaires, et des salariés, des équipes ont pu constater que ça fonctionne bien, que la plupart des gens, sont motivés par eux-mêmes, sont engagés dans leur travail et sont capables de fonctionner en toute autonomie, je pense que ça aura une incidence sans doute sur certaines cultures organisationnelles où on était peut-être méfiant auparavant et on deviendra peut-être un petit peu plus confiant finalement à l'endroit au fond des salariés et de ce qu'ils peuvent faire. Je ne sais pas si non, c'est ça. Le reste, je crois que c'est voilà, je vais regarder si dans les questions oui, voilà. Donc là, maintenant, il y a des questions qui sont arrivées du côté des questions. Hem Le pourcentage de gens en administration, secrétariat qui faisaient du télétravail, effectivement, j'ai pas donné ce chiffre parce qu'il date quand même de quelques années, mais c'était 28. Au fond, ça nous indiquait qu'il y avait un pourcentage moins élevé. Il faudra voir parce que là, clairement, en contexte de pandémie, beaucoup de personnel administratif et de secrétariat a été en contexte de télétravail et vraisemblablement dans ce secteur-là, comme chez les professionnels ou autres qui en faisaient déjà davantage, on aura pu constater que c'est faisable et que ben, si les personnes sont sérieuses, la productivité, la qualité du travail est au rendez-vous. Par contre, comme je l'évoquais, et dans les recherches qu'on a menées cet été, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les personnes qui ont peut-être un peu plus envie de retourner au bureau, pas nécessairement à plein temps, mais peut-être 2 ou 3 jours semaine, ce sont quand même les gestionnaires et dans certains cas aussi des employés de bureau, des employés administratifs, surtout lorsqu'elles travaillent en étroite relation avec
un supérieur en particulier. Lorsqu'elle travaille avec une équipe, ça semble peut-être moins poser question puisque, ben, il y a des outils d'échange et tout. Mais de fait, c'est clairement les gestionnaires qui souhaitaient un retour au bureau et parfois souhaitaient que les salariés ou les personnes qui travaillent le plus étroitement avec eux soient au bureau. Une autre question, est-ce qu'il existe des formations ou des documentations qui existent pour fournir à l'équipe de travail? Bien, écoutez, justement, je l'évoquais tout à l'heure, à l'Université TELUC, on a développé un site web qui va être en ligne en fin de journée aujourd'hui ou demain, parce que nous, on fait notre rentrée et comme beaucoup d'organisations, on fait notre rentrée universitaire en ligne. Et un des éléments qu'on a développé, que j'ai développé en fait, c'est un site web qui inclut des présentations sur le télétravail et qui inclut aussi surtout beaucoup d'outils, des outils de gestion du télétravail, des exemples d'ententes que l'on peut utiliser pour développer. Alors, on peut les remanier et puis s'en servir pour développer une entente entre employeurs et salariés sur les obligations de chacun, sur comment on souhaite que, par exemple, que les communications fonctionnent. On veut avoir une communication dynamique, régulière, mais on ne veut pas nécessairement, de part et d'autre, être inondé de courriels. Donc, dans ces ententes, on a des suggestions. Il y a aussi des études de cas. J'avais fait des entretiens avec des organisations qui avaient développé le télétravail ici au Québec. Donc, il y a des études de cas de personnes dans ces deux organisations en particulier. Et il y a aussi beaucoup de liens web vers d'autres articles, vers d'autres sites. Donc, voilà, en réponse, est-ce qu'il y a des formations, de la documentation? Il y a effectivement une documentation assez abondante qu'on a, nous, sur le site de l'Université TELUC. Et bon, je fais partie de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et l'Ordre des conseillers en ressources humaines a aussi de la documentation qui a été développée. Donc, je pense que vous pouvez trouver sur ces deux sites-là, TELUC et Ordre des conseillers en ressources humaines, des éléments qui pourront vous aider à mettre en place le télétravail parce que ben, comme vous l'avez vu avec les données, la plupart des gens sont satisfaits, mais il y a quand même parfois des petits irritants, il peut y avoir des petites difficultés. Et je pense que ben, comme on continue en télétravail tout cet automne, voire même l'hiver et peut-être beaucoup plus longtemps pour beaucoup d'organisations, ben, c'est l'occasion de prendre le temps de regarder quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les bons outils, quelles sont les ententes que l'on peut mettre en place pour assurer justement un télétravail réussi. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ah oui, en apparaît une autre. Si la communication ne fonctionne pas très bien, avec quelques employés seulement, ouais, voilà, doit-on bannir ou retirer le télétravail à l'ensemble du personnel? Ou gérer au cas par cas? Ben, personnellement, je dirais qu'il faut gérer au cas par cas. Je crois que c'est dommage, même par le passé, au fond, on peut dire que le télétravail ne s'est pas développé autant qu'il aurait pu. Pourquoi? Parce que dans certaines organisations, une ou deux personnes, par exemple, refusaient de venir à des bon, on leur avait permis de faire du télétravail 2 jours par semaine et lorsqu'il y avait des réunions où on souhaitait qu'elles soient présentes, eh bien, elles préféraient ne pas venir ou alors faisaient des difficultés pour venir. Alors, c'est très malheureux parce qu'au fond, ce sont 2 ou 3 cas isolés vraiment. Moi, toutes les recherches que je mène là-dessus depuis 20 ans et encore les recherches de cet été qui nous montrent que même en contexte de pandémie, les choses se sont bien passées. Donc, je dirais non, il ne faut pas bannir, surtout dans le contexte actuel, c'est quand même la recommandation numéro un de la Commission de santé et sécurité au travail, non seulement au Québec, mais partout à travers le Canada et dans beaucoup d'autres pays. On considère qu'en fait, on doit justement favoriser le télétravail pour limiter cette pandémie. Et donc, bon, dans ce contexte, disons, sanitaire, c'est vraiment pas une bonne recommandation que d'abolir le télétravail. Mais je dirais, dans la foulée, dans la suite des choses aussi, on le voit, les taux de satisfaction sont très importants. La meilleure qualité du travail, la meilleure productivité, la meilleure satisfaction des individus, mais très souvent aussi des gestionnaires qui se rendent compte que, ben oui, ils n'y avaient pas pensé avant, mais ça fonctionne très bien. Donc, en réponse à cette question, je dirais effectivement qu'il faut plutôt traiter au cas par cas, comme même au bureau, hein, dans un bureau, dans un lieu de travail, il y a des personnes qui posent problème, il y a des personnes qui sont non productives en milieu de travail, comme il peut y en avoir quelques-unes à domicile. Donc, je pense qu'il faut vraiment y aller au cas par cas et ne pas punir tout le monde parce qu'en fait, là aussi, c'est que ça risque de se retourner contre l'organisation parce qu'avec des taux de satisfaction aussi importants, des craintes en ce moment là sur le plan sanitaire. Je pense que vraiment le télétravail est là pour rester et il apporte beaucoup d'avantages à l'organisation comme aux salariés. Donc, il faut plutôt tenter de traiter
comme on le fait souvent en ressources humaines, lorsqu'il y a une difficulté avec quelques personnes, ben, tenter de gérer ce dossier-là, même si ça n'est pas facile et c'est peut-être d'autant plus difficile de gérer ce genre de cas problème à distance. Euh, mais maintenant, dans les milieux de travail, on peut retourner dans plusieurs lieux. On doit, évidemment, il y a des gestes barrières, il faut faire attention, les ascenseurs, mais éventuellement convoquer la personne pour en discuter. Mais vraiment, je conclurais sur le fait qu'il ne faut pas priver tout le monde et l'organisation elle-même d'un avantage aussi important, simplement parce que quelques personnes ne se comportent pas correctement. Il y a ici une autre question. Quelle est la tendance des entreprises de réduire ou de changer la configuration des bureaux physiques avec l'intégration du télétravail? Alors ça, c'est un petit peu tôt pour y répondre, je pense, dans la mesure où, bon, il faut dire déjà, je pense qu'il va y avoir un certain changement de configuration, mais pas tellement, pour le moment, en tout cas, lorsqu'on a des bureaux fermés, parce qu'en fait, on va plutôt rechercher. On sait qu'on a eu une tendance bureau fermé, air ouverte par la suite, et dans certains cas, aire ouverte et ce qu'on appelait en anglais le flex office, c'est-à-dire des espaces partagés. Dans le contexte de pandémie, et maintenant on peut même se dire que tous les hivers avec la grippe et tout, on va peut-être s'interroger davantage, mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a une tendance nette pour le moment, mais quand même, dans les grandes entreprises immobilières, on commence à envisager des modes de location peut-être plus flexibles. J'évoquais tout à l'heure le coworking, je travaille sur le coworking aussi, les espaces de coworking. Et donc, on peut imaginer que certaines personnes qui habitent loin de leur siège social ou de leur bureau puissent effectivement faire du télétravail 2 ou 3 jours semaine et que peut-être une journée par semaine, elles iront dans un espace coworking et peut-être une journée par semaine ou par 2 semaines ou par mois, selon évidemment les exigences du travail, elles iront au bureau. Donc, on peut quand même imaginer que dans 4 ou 5 ans, les choses pourront changer. Mais j'entendais d'ailleurs quelqu'un qui disait dans le milieu de l'immobilier, ben, le bureau va peut-être devenir un endroit davantage de socialisation, ce qu'il avait un peu commencé à être d'ailleurs dans certains milieux, c'est-à-dire qu'on installait des espaces davantage de détente, de relaxation, et même certaines réunions pouvaient se tenir dans des espaces qui ressemblaient peut-être davantage à un hall d'un hôtel, par exemple. Alors, je pense qu'on va voir peut-être des réductions dans certains cas, mais peut-être aussi surtout un changement de configuration. Et déjà, on voit apparaître, c'est ça, la possibilité au fond dans les bureaux d'être plus mobile, de pouvoir bouger d'une année sur l'autre, autant, bon, non seulement les bureaux et tout ça, mais éventuellement les cloisons, les murs, et cetera. C'est des tendances qu'on va certainement voir dans les prochaines années. Mais disons qu'avant de réduire complètement les espaces de bureaux, je pense qu'il faudrait faire attention parce que faire du télétravail en période de pandémie, en urgence, bon, il y a des gens qui ont été confrontés et qui n'ont pas toujours apprécié. Et dans plusieurs milieux, j'évoquais relations publiques, publicité, médias, mais on peut penser aussi au TI, multimédia, jeux vidéo. Dans plusieurs milieux, le travail en groupe collaboratif est plus spontané lorsqu'on est en face à face. Alors, il y a évidemment des technologies qui permettent de le faire à distance. Donc, en réponse à cette question-là, je dirais que on va voir dans les prochaines années. C'est certain il y aura des transformations et surtout à court terme, je pense que les craintes de contagion font que la chose qui va peut-être le plus être remise en question, c'est l'idée de partager son espace de travail avec plusieurs personnes dans une même journée. Ça, je pense que ça, à très, très court terme, déjà, soit les personnes ne viennent pas, soit on a revu les espaces déjà pour qu'elles puissent partager des espaces, mais de manière sécuritaire. Donc, notre recherche d'ailleurs sur le coworking, le co-travail se poursuit pendant 2 ans et je pense qu'on va voir beaucoup de choses là se produire dans les prochaines années. D'ailleurs, les 2 cas que je mentionnais, les cas d'entreprise que l'on a documentés à l'Université TÉLUQ, c'est des entreprises qui justement ont développé le télétravail il y a quand même 5 ou 6 ans et qui combinaient cette approche, c'est-à-dire que les gens étaient parfois en télétravail, mais parfois venaient au bureau et de plus en plus, elles commencent à dire, ben, les personnes peuvent aussi aller dans des espaces de co-travail dans leur région, éventuellement si elles ont envie d'une ambiance de travail un petit peu plus classique, si on veut, ou alors si elles veulent des services, par exemple des grandes salles de réunion, un grand écran vidéo, pour pouvoir bien voir toutes les personnes à qui on s'adresse, plutôt que d'avoir des petits cubes, comme c'est parfois là
le cas, notamment dans les cégeps, par exemple, en ce moment, on disait, ben, lorsqu'on a juste même 2 écrans, on n'arrive pas à voir tout le monde. Alors, il y a quand même des services qui peuvent être apportés par les espaces de coworking, salles de réunion, grandes salles pour éventuellement pouvoir faire des réunions à plus grande distance, plus grands écrans qu'on ne s'achèterait pas nécessairement à domicile. Donc, je pense que c'est une évolution qu'on va observer dans les prochaines années. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça, j'ai vu, ça, j'ai vu. En tout cas, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre en ligne maintenant. Ou alors, comme je vous l'indiquais, vous pouvez toujours me contacter s'il y a des questions qui vous viennent par la suite ou si vous cherchez effectivement de la documentation ou des choses de ce type-là. Nous, c'est ça, c'est un site là, vraiment très simple, là, télétravail.teluc.ca et on devrait avoir un bon nombre de ressources et l'Ordre des conseillers en ressources humaines que j'évoquais tout à l'heure. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Oui, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Ça a été un honneur de vous accueillir avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation.